ravi. Et donc, on va parler, si Jérôme, Adrien, vous me permettez, de cet essai, et en particulier comme élément introductif de quelques premières questions qui sont un peu au démarrage de l'essai. Et puis, il y en a d'autres, évidemment. Donc, je vais me permettre de parler pendant 20-25 minutes, hein, de façon un petit peu introductive, et puis après, évidemment, pour laisser l'espace aux questions, aux commentaires, aux critiques constructives, bien sûr, parce qu'il faut le dire, ce domaine, on va dire, de la réflexion sur la cyberpuissance est un domaine encore très émergent dans un environnement qui se renouvelle, on dit tous les 18 mois, et d'un point de vue stratégique, à mon avis, qui va se renouveler de façon assez cyclique. Je pense que, et d'ailleurs c'est ce que je dis un petit peu dans l'essai, les conclusions intermédiaires que l'on peut avoir aujourd'hui, on peut en tirer certaines lignes d'horizon. On reprendra le métier d'ici 5 à 10 ans parce qu'on verra probablement d'autres choses émerger et d'autres lignes de force ici se raffermir et ailleurs se réduire. Donc voilà. Alors, on va démarrer tout de suite. Alors, évidemment, moi, j'ai un passé aussi de consultant, donc forcément, il y a des slides, désolé. Alors, par contre, il faut que je redevienne host, il me semble, pour avoir accès au screen sharing. Voilà. Alors, on est dans le technique, hein, c'est normal. Nommer animateur. Voilà. Donc, voilà. Et donc, c'est parfait. Hop, on va diffuser ça à l'écran. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça tourne. Ça tourne. C'est parfait. Parfait. Impeccable. Donc voilà, cyberdéfense, cyberpuissance, vous avez même un petit échantillon de la couverture qui est donc édité aux éditions Ballant, paru en mars 2020. Alors, 4 questions. On va commencer par la première. Et je rebondis un petit peu sur d'ailleurs des échanges que j'avais eus avec Jérôme sur des points qui l'avaient particulièrement intéressé de l'essai. Et donc, une première question sur cette définition de ce mot un peu bizarre qui s'appelle cyberespace et qui a eu déjà des manifestations en termes d'expression de la puissance assez intéressantes. Et intéressantes d'ailleurs à la fois dans leur expression, mais aussi dans leurs limitations. Alors, un des cas les plus classiques que j'imagine tout le monde connaît, c'est ce qui s'est passé entre 2008 et 2010, on ne sait pas exactement trop, avec l'attaque contre les centrifugeuses pour l'uranium enrichi de Natanz, les fameuses centrifugeuses d'origine néerlandaise de type P1 récupérées par Acucan, puis probablement revendues dans leur design à l'Iran, et donc qui ont été attaquées par ce ver informatique Stuxnet, qu'on a cru initialement, enfin qu'on a fini par découvrir en 2011-2012 comme étant d'origine israélo-américaine, et puis on sait même depuis 1 ou 2 ans que l'ensemble, enfin d'autres alliés occidentaux comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, peut-être même d'autres, et la Grande-Bretagne bien sûr, le Royaume-Uni, ont participé également à cette opération dont l'objectif était de désactiver de manière très intelligente d'ailleurs ces centrifugeuses. Pourquoi intelligente? Parce qu'il y a eu du sabotage. Le sabotage était suffisamment malin pour ne casser qu'une partie de la chaîne de production, pas les 100% des centrifugeuses, mais apparemment un gros quart. Et ça, en tant que tel, ça a créé plusieurs effets. D'une part, une désorganisation de la chaîne de production pour l'enrichissement de l'uranium, mais également, comme ce n'était pas 100%, mais une partie, eh bien, des questions, des impacts psychologiques. On s'est dit, ah ben voilà, les systèmes ne fonctionnent pas, donc c'est la faute de tel ou tel ingénieur. Et il y a des ingénieurs et des scientifiques qui ont été virés. Ça a désorganisé encore plus fortement la production de cet uranium enrichi à Natanz. Et après coup, lorsqu'on a su que c'était les Américains / les Israéliens, mais il y a eu un effet psychologique d'autant plus fort que voilà, il y a une espèce de moment de sidération. Ah oui, ils ont été capables de faire ça. Bon, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais écrit mon roman d'anticipation quelques années. Enfin, moi, j'ai commencé à l'écrire en fait en 96 pour raconter toute l'histoire, et puis ça m'a mis beaucoup de temps pour transformer ce qui était à la base forme d'essai en vrai roman, parce qu'un roman, c'est une structure. Donc, c'est sorti en 2007. Et
Et in fine, ce qui s'est passé à Natanz, évidemment, il y avait quand même quelques échos par rapport à ce que j'avais écrit. Et je me suis dit, ça prend tellement de temps de mener une opération de ce type-là, ça peut être tellement compliqué, et souvent d'ailleurs il y a beaucoup d'antécédents, que je pensais bêtement en tant qu'auteur d'anticipation avoir mis le doigt sur quelque chose de relativement original. Et si les militaires en sont là, c'est que probablement ils ont réfléchi à la matière depuis au moins une bonne dizaine d'années, si ce n'est plus. Bon. Mais Stuxnet est important à plusieurs titres parce que d'une certaine façon, il marque un des éléments de prise de conscience par les états-majors, peut-être pas d'ailleurs forcément par les états-majors américains, israéliens ou même certains états-majors de grandes puissances occidentales, mais en tout cas par d'autres états-majors à travers le monde, qu'effectivement il se passe quelque chose dans le cyberespace et qu'on peut réellement agir et obtenir un effet politique significatif, voire stratégique, en agissant dans le cyberespace. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avec cette opération Stuxnet, parce que l'objectif pour les Américains et les Israéliens, en tout cas pour les Américains, n'était pas de casser pour casser, mais de contraindre les Iraniens à accepter une négociation qui finalement s'est concrétisée en 2015. Donc on voit que l'effet politique, qui est l'objectif, qui est ce qui doit être recherché par l'action militaire, a été pleinement atteint. En tout cas, l'opération Stuxnet a contribué, je peux dire de façon importante peut-être, à l'obtention de cet effet politique. Réponse du berger à la bergère, il y en a eu plusieurs évidemment, mais on voit bien après qu'il y a une forme, on va dire, de communication et d'escalade, puisque quelques années plus tard, ce sont les Russes qui s'y sont mis, en utilisant d'ailleurs de manière générale l'Ukraine comme un terrain d'investigation et d'expérimentation, avec ce qui s'est passé en décembre 2015, où il y a une partie de la distribution de l'électricité dans l'Ukraine de l'Ouest qui, tout d'un coup, a été pendant quelques heures mis hors service, puis une autre opération qui a eu lieu en décembre 2016 contre un quartier de Kiev, avec une volonté d'ailleurs sur cette deuxième opération de faire quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, et peut-être, si ça avait marché comme les opérateurs russes auraient espéré que cela fonctionne, bien peut-être même aller casser une partie de la distribution d'électricité dans une grande partie de l'Ukraine pendant une période de temps assez longue. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et là, il y a plusieurs interprétations intéressantes d'ailleurs en termes de, OK, ces armes cyber, on peut potentiellement faire beaucoup de choses avec, on peut faire du sabotage stratégique, mais on n'est pas sûr que ça marche tout le temps. Ça, c'est un point aussi intéressant. Puis, bon, je rebondis un peu sur une actualité plus ou moins récente, mais il y a eu tout un espèce de ping-pong entre Israël et l'Iran à partir de mars-avril 2020, entre une usine de retraitement des eaux usagées un peu au milieu du pays en Israël, sur lesquels on aurait joué avec, je crois que c'était les niveaux de chlore, et puis, mais une attaque qui n'est pas arrivée jusqu'au bout, qui a pu être parée par les autorités israéliennes, mais à côté de ça, une forme de réponse du berger à la bergère, avec une attaque contre le terminal de Shedraji à Bandar Abbas, qui est un endroit très important pour le trafic container iranien, puisque c'est là qu'arrive 90%, je crois, du transport container iranien, et qui a été désorganisé pendant quelques jours, environ 2 semaines après cette attaque contre l'usine de retraitement des eaux usagées en Israël. Bon. Donc là, on voit le début d'une forme de ping-pong. Est-ce qu'on pourrait dire d'escalade, et en même temps, ça s'est un petit peu arrêté là, même si, il faut le noter, il y a eu par la suite d'autres tentatives de réplique par les Iraniens. Donc, est-ce qu'il y a eu vraiment dissuasion? On ne sait pas. Et là, il faut le dire aussi, il y a toujours cette question de la capacité opérationnelle à mettre en place une attaque qui va réellement obtenir tous les effets recherchés. Alors, je parlais des aspects militaires, mais on peut aussi parler évidemment des aspects économiques, et j'explique un petit peu pourquoi, mais on est face à une transformation qui est non seulement donc, du domaine de la défense, du domaine de la protection de la valeur, entre guillemets, mais aussi du domaine de la création de la valeur.
Alors ça, c'est une slide qui est un petit peu vieille, mais les chiffres sont à peu près conservés, où j'évoque le fait que dans une industrie comme par exemple l'industrie hôtelière, il y a aujourd'hui une entreprise strictement digitale qui à l'époque, en 2017, s'appelait Priceline et qui à l'époque, en termes de capitalisation boursière, représentait déjà l'équivalent des 5 plus grands opérateurs hôteliers au monde combinés. Et quand on regardait, là, on me disait, oui, mais alors ça, c'est des spéculations boursières. Oui, mais je disais, mais quand on regarde la production comment dire, de la marge opérationnelle brute, eh bien, cette entreprise Priceline correspondait à environ 2 à 3 des plus grands opérateurs hôteliers au monde. Donc, déjà une très forte production de cash et puis une très forte croissance. Bon, alors Priceline, il y a peu de gens qui forcément connaissent le nom en Europe. Mais par contre, on connaît sa marque la plus importante qui s'appelle Booking, booking.com. Et ça, c'est en 2017. Depuis, les choses ont un petit peu évolué comme elles évoluent tout le temps, mais en gros, les rapports de force restent quand même encore à peu près les mêmes. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y avait, avant même dans une itération plus ancienne de cette slide, Starwood, qui a fini par fusionner avec Marriott. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient d'avoir plus de poids par rapport à Priceline/Booking. Mais finalement, on n'est pas sûr qu'ils ont gagné. Alors, c'est intéressant parce que Booking, évidemment, ne possède ni ne gère directement d'hôtels, d'unités d'hôtels et de services hôteliers, bien sûr. Mais il possède de la data et on va voir un peu plus loin pourquoi, en fait, Priceline, Booking est tellement important. D'ailleurs, il y a un lien, on va voir, avec les aspects militaires que j'avais évoqués. Bon. Alors, tout ça pose quand même des questions qui sont assez larges et importantes, à savoir, oh là là, mais alors qu'est-ce que c'est que ce cyberespace? On voit qu'il y a des enjeux militaires qui sont importants, on voit qu'il y a des enjeux économiques également qui sont extrêmement importants. Qu'est-ce que c'est que le cyberespace? Alors, il y a eu beaucoup de définitions, et je présente toujours un petit peu cette, pour moi, vieille définition de 2009, qui disait le cyberespace, c'est l'espace où se trouve en fait l'espace du spectre électromagnétique, pour dire la chose. Ça, c'était une définition qui avait été un petit peu utilisée par les gens de l'US Air Force à une époque où il y avait un petit peu une guerre de territoire, où l'US Air Force voulait prendre le contrôle de ce qu'allait être la gestion du cyberespace en disant, bah oui, mais donc nous, on a l'air, on a l'espace, en plus, on peut contrôler l'espace électromagnétique, donc voilà, on va contrôler tout ça. Bon, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Une des raisons de fond, c'est que ce n'est pas forcément la définition la plus pertinente de ce qui est en jeu dans le cyberespace. Alors moi, j'ai proposé une définition que j'avais mise dans un vieux papier de 2013 pour l'INSS, qui disait, OK, le cyberespace, on peut le voir autrement également. Et une des manières de le voir, c'est que c'est en fait un langage que nous, les êtres humains, nous avons développé pour parler à une nouvelle espèce qui est arrivée sur Terre il y a environ 2 siècles. Et cette nouvelle espèce qui est arrivée sur Terre il y a environ 2 siècles, ce sont les machines complexes. Elles sont arrivées sur Terre à l'occasion de la révolution industrielle. Alors, c'est une arrivée qui s'est fait très progressive, hein. Il faut les construire, les machines, et puis elles sont complexifiées avec le temps. Mais il y avait déjà une première machine complexe qui est apparue en 1801. Alors, Cocorico, en plus, c'était en France, le métier à tisser jacquard. Et dans le métier à tisser jacquard, eh bien, on a commencé à développer un langage super simplifié, mais qui permet d'envoyer des messages complexes, qui est un langage en 0 et en 1. Ce que nos camarades anglo-saxons appellent un langage digital, digit, et ce que nous, si on était très pointu, on appellerait du numérique binaire. Et cet élément de 0 et de 1 est très important. Et donc, à nouveau, Cocorico, bravo, c'est nous les Français qui avons été les premiers à être capables de parler en numérique binaire avec des machines complexes. Bon. Alors, ça a pris beaucoup de temps après pour que ces machines complexes finissent par se répandre et envahir notre civilisation humaine, mais quelque part, on y est arrivé. Et à côté de ça, eh bien, ce langage fondamental pour parler à ces nouveaux envahisseurs, eh bien, lui aussi, il a pris ses aises et s'est développé.
il a fini par conquérir le monde. Et ça, c'est ce que montre très bien une analyse de chercheurs de l'University of Southern California menée par Martin Hilbert, et dans une analyse qui date de 2011, et qui regardait l'ensemble des informations produites par notre humanité, à la fois les informations dans leur diffusion one to many, many to many, mais aussi dans leur diffusion dans le temps, à savoir ce qu'on enregistre, la mémoire. Et donc, l'analyse, c'est de comparer qu'est-ce qui est de l'ordre de l'information numérique binaire, digitale, pour parler en anglicisme, et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'information analogique, ce qui n'est pas transformé en 0 et en 1. Donc, tout ce qui est imprimé, tout ce qui était diffusé, mais ce qui n'est pas transformé en 0 et en 1, et donc pas compris par les ordinateurs. Eh bien, jusqu'en 2000, en fait, il y a très peu d'informations qui appartiennent à cet espace numérique binaire, mais il y a une explosion à partir de 2000, et puis c'est une explosion assez rapide, et puis dès 2007, eh bien, on arrive à un moment où la totalité, enfin, presque totalité de l'information est passée dans ce monde numérique binaire. Donc ça, c'est d'un point de vue technique, c'est là aussi où il y a une transition vers les systèmes de téléphonie qui passent en voice over IP, et ça traduit assez bien en fait notre transition numérique. Donc on peut dire que à la fin des années 2000, nous avons fait cette transition dans l'âge numérique. Ça a pris encore un peu de temps après pour que l'ensemble de l'univers, on va dire business, fait aussi cette transition. Je montre souvent une slide en 2007. Sur les 10 plus grandes entreprises par capitalisation boursière au monde, il n'y en a qu'une qui soit vraiment du numérique, c'est Microsoft. Mais quand on se projette 10 ans plus tard, et encore plus 14 ans plus tard, en 2021, alors ce sont les chiffres, les tout derniers chiffres les plus frais, de quoi on se rend compte? Eh bien, sur les 10 plus grandes entreprises au monde, il y en a 8 aujourd'hui qui sont liées au domaine numérique. Alors, il y en a 6 américaines et 2 chinoises. On pourrait dire, oui, mais Tesla, que j'ai mis dedans, c'est une entreprise industrielle. Oui, mais il y a quand même 55% d'ingénieurs informaticiens chez Tesla. Et ça, c'est quand même un point assez intéressant parce que c'est une entreprise industrielle, mais qui, d'une certaine façon, est assez pensée comme, en fait, une entreprise du numérique avec une part extrêmement importante du nombre d'ingénieurs informaticiens. Bon. Puis là-dessus, il y a Saudi Aramco, un peu l'expression d'un pays plus qu'une industrie en tant que telle. Et je ne l'ai pas mis là parce que les cours de bourse fluctuent tout le temps, mais il y a 2 mois, à la place de Berkshire Hathaway, j'aurais mis TSMC, qui est la grande entreprise taïwanaise de production de semi-conducteurs. Bon, et qui est donc aujourd'hui 11e. Mais on voit quand même que le cœur du capitalisme mondial aujourd'hui, il bat énormément dans cet univers numérique. Alors, entre parenthèses, on voit 2 choses. Donc on voit des entreprises américaines et des entreprises asiatiques, chinoises, voire même taïwanaises, si je pousse un petit peu à la 11e place. On ne voit pas d'entreprise européenne. Et si je pousse d'ailleurs de manière plus large, je regarde aujourd'hui les 50 premières entreprises mondiales, il n'y a que 5 entreprises européennes. Et sur les 5 entreprises européennes, il n'y a qu'une seule entreprise qui soit du domaine du numérique, on va dire. Et c'est une entreprise qui est très peu connue et qui s'appelle ASML, qui est une entreprise néerlandaise, mais qui a un rôle assez stratégique parce que c'est une entreprise spécialisée dans la lithographie qui va aider justement à la fabrication de ces semi-conducteurs. Et je crois dont l'un des principaux clients, c'était TSMC. Bon. Et qui doit avoir autour de 250 milliards de dollars de capitalisation boursière. Voilà. Mais bon, ça montre aussi à quel point l'Europe, il faut le dire, est assez déclassée, malheureusement, dans cette course fondamentale à la puissance numérique. Bon. Alors là-dessus, on peut rajouter, OK, on est face à un champ qui s'accélère. C'est une slide que je montre souvent parce qu'elle peut impressionner. À savoir qu'aujourd'hui, bien, on a une forme d'accélération. Si je regarde les 500 plus grands, les meilleurs superordinateurs civils du moment, on voit qu'on a une accélération continue. Et d'ailleurs, il faut regarder ça sous une forme d'une échelle logarithmique. Et qu'aujourd'hui, on atteint des ordinateurs des superordinateurs autour de 500 pétaflops. On devrait probablement atterrir à des ordinateurs à l'hexaflop 10 puissance 18 floating operation par seconde d'ici 1 an ou 2, on peut l'imaginer.
C'est intéressant d'un point de vue, on va dire, très théorique, parce que la puissance de calcul d'un cerveau humain, la puissance de calcul théorique d'un cerveau humain, c'est autour de ces 10 puissance 18 floating operations per seconde. Bon, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, on ne sait pas trop, mais ça donne un ordre de grandeur. Bon. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'à travers le temps et l'histoire, il y a eu environ 20 ans entre l'ordinateur civil avec la plus grande superpuissance de calcul, bon, et ce qu'on finissait par trouver dans le commerce. Donc, il faut imaginer un monde, on va dire, dans 15-20 ans, où dans le commerce, on pourra acheter des ordinateurs avec la puissance de calcul théorique d'un cerveau humain. Bon, c'est des perspectives intéressantes. Il faut voir aussi que ces perspectives, on peut le dire, non linéaires, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de notre espèce. Là, c'est une slide qui appartient à un chercheur au Stanford qui s'appelle Tony Seba et qui montre, voilà, New York, 5e avenue, en 1900, il y a une voiture avec un moteur à explosion et le reste, c'est que des voitures hippomobiles tirées par des chevaux. Et puis, 13 ans plus tard, eh ben, c'est l'inverse. Il n'y a plus qu'une voiture hippomobile et puis le reste, c'est que des voitures moteurs à explosion. Tout ça pour dire que les transformations de notre monde ne sont pas linéaires, enfin, pas systématiquement linéaires, et en particulier dans ces questions de transformation numérique et de puissance, eh bien, on est face à des phénomènes de phase et donc d'accélération, avec d'ailleurs aussi une redistribution potentielle du pouvoir et du pouvoir et de la puissance des nations qui peut être aussi brutale. La Grande-Bretagne, avant le début de la révolution industrielle, ce n'était pas un très très grand pays, hein, c'était 7 millions d'habitants face à la France qui en avait 28 millions. Et donc, on aurait pu penser que le sort du monde aurait pu évoluer d'une façon plus ou moins différente, ça en 1750, mais un siècle plus tard, l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, eh bien, c'est la Grande-Bretagne, c'est le Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce que c'est le premier pays qui a su s'intégrer totalement, à la fois d'un point de vue économique à la révolution industrielle, mais aussi d'un point de vue militaire, à développer l'outil clé du développement de la puissance économique au temps de la révolution industrielle, à savoir une flotte, une marine de guerre qui va protéger la marine de commerce, la marine marchande, qui est au cœur du développement commercial, qui est au cœur du développement des échanges, qui est au cœur du développement économique de la révolution industrielle. Bon. Donc ces choses-là peuvent aller vite, et même des petits pays, où on pensait des petits pays, peuvent se retrouver les grandes puissances, et des puissances très grandes ou de taille moyenne, il faut faire attention à leur déclassement. Bon. Alors, une autre question, après je pense que j'irai un peu plus vite parce que je me rends compte qu'il est déjà 35, mais une question sur la valeur dans le cyberespace, et ça aussi c'est une question assez intéressante parce qu'elle recoupe pour moi des questions à la fois économiques et militaires. Donc on se rend compte que cette question du cyber et de son poids économique et militaire devient de plus en plus importante. Alors très classiquement, on se rend compte que si tout d'un coup c'est un élément qui est critique tant pour la puissance militaire que pour la puissance économique, si on l'attaque, ce sera un facteur de déclenchement de guerre. Alors ça, c'est toute l'histoire des systèmes économiques et de leur pendant militaire. Avant la révolution industrielle, l'essentiel de la richesse, c'est la richesse, c'est la terre cultivable, c'est la terre agricole, ce que d'ailleurs parfaitement compris la Prusse de Frédéric II. La puissance, c'est quoi ? Eh bien, c'est à la fois mettre en valeur la terre, donc en Prussie, on va assécher les marais et mettre en valeur les terres, et puis être capable de piquer la terre de l'autre. Et c'est le développement d'une armée organisée, influencée d'ailleurs par l'armée suédoise. Et c'est à nouveau le développement d'une armée régulière avec uniforme, règlement, etc. C'est l'exemple de la Prusse de façon à intimider et conquérir la seule richesse réellement forte disponible, qui est la richesse agricole. Bon. On passe au jeu industriel, où là, on se rend compte que les choses sont plus complexes, je l'avais déjà évoqué, où la richesse, c'est à la fois développer une puissance industrielle, mais surtout être capable de vendre, et à la fois avoir accès aux matières premières et à la fois accès au grand marché.
Et c'est là où on se rend compte que le commerce océanique devient absolument clé, qu'il faut être capable de le contrôler. C'est, je l'avais évoqué, ce que la Grande-Bretagne comprend assez vite, malheureusement plus rapidement que la France, qui avait pourtant une façade maritime et des enjeux coloniaux. Mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on va déclencher la guerre. On déclenche la guerre parce qu'on n'a plus accès à des matières premières, ce sont les guerres du pétrole, y compris les différentes guerres du Golfe. Mais on déclenche la guerre aussi parce qu'on n'a plus accès au marché, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne en 1917, etc. Bon. Donc on se rend compte que cet espace du commerce maritime devient un enjeu fondamental, un enjeu stratégique, un enjeu suffisant pour déclencher une grande guerre. Et puis donc, on voit apparaître le cyber, et là également, on voit que les enjeux ont bougé. Et dès 2011, d'ailleurs, c'était dans l'édito Wall Street Journal, une communication, on va dire, de l'armée américaine qui disait en cas d'une attaque significative contre le cyberespace américain serait suffisante pour que les États-Unis ripostent de façon militaire. D'ailleurs, il y a cet élément de 2011, il y a des déclarations de différents patrons de l'US Strat Command dans les années qui précèdent. On comprend bien que ça devient un domaine stratégique. On s'attaque au cyber, il faut s'attendre à une réaction militaire. Okay. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce qui est réellement en jeu et de voir d'ailleurs les liens avec les espaces économiques. Et un des points clés, c'est de bien comprendre effectivement qu'est-ce qui est en jeu avec le cyber. Alors, ces enjeux clés évoluent au fil du temps. On l'a évoqué, alors, dans le monde agricole, c'était l'espace, là où se construisaient tous les châteaux forts, c'était sur des espaces élevés, parce que d'une part, ça permet de mieux voir, et puis d'un point de vue cinétique, il est plus facile de descendre une colline que de la remonter, donc ça donne un avantage. Et puis on a vu après la nécessité du contrôle des grands commons, que ce soit les espaces maritimes, mais puis après évidemment l'espace aérien. Alors ça c'est tout l'enjeu à la fois de la bataille en Angleterre, mais aussi du débarquement de juin 1944. Et puis donc on voit apparaître cette bataille dans le cyber. Et pour dire les choses, c'est une bataille dans les systèmes de décision. Le point clé, c'est où va être tiré le premier coup de feu. De la même façon que, entre guillemets, je reprends l'exemple du 6 juin 1944, le premier coup de feu, entre guillemets, a été tiré dans l'espace aérien. Aujourd'hui, on sait que le premier coup de feu, si par exemple il y avait un grand conflit entre la Chine et les États-Unis, il serait tiré dans le cyberespace. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est déjà un petit peu le cas. Mais ce cyberespace, il permet de faire quoi? Il permet de contrôler les systèmes de décision, de savoir de façon précise où est-ce que je peux attaquer, et puis évidemment de contrôler les systèmes militaires. Donc on est passé dans un jeu où ce qui est au cœur du contrôle stratégique, c'est vraiment le contrôle de la décision. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, on l'a vu d'un point de vue militaire, mais d'un point de vue industriel, d'un point de vue business, on voit un peu la même forme de déplacement. Si je reprends encore l'évolution des grands systèmes économiques au fil du temps, alors avant la révolution industrielle, la seule richesse, comme je disais, c'était la richesse agricole, ce qui permettait de survivre dans une économie de subsistance. Puis on est passé avec la révolution industrielle, et c'est intéressant de noter, ça s'est vraiment accéléré en fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, on est passé dans une économie des produits et des services, à savoir la richesse, ce n'est pas uniquement la matière première exploitée, mais la matière première exploitée, transformée, distribuée, marketée et sur laquelle on a fait de la publicité. Je donne un exemple. Vous prenez vos yaourts Danone, et si vous regardez les coûts liés, vous aurez forcément l'achat de lait, bon, forcément, parce que sans lait, il n'y a pas de yaourt. Mais après, il y a tout un empilement de coûts qui ont été ce que je viens d'évoquer, la transformation, le packaging, la distribution, la logistique, le merchandising, la publicité, etc. Et tout cet ensemble d'autres coûts représente aujourd'hui probablement autour de 70 à 80% des coûts de votre yaourt. Bon. Et là aussi, on peut avoir un moment de sidération en se disant, oui, mais alors, sans le lait, il n'y a pas le yaourt. OK, mais
sans tout l'ensemble des éléments que j'ai évoqués, vous n'allez pas avoir ce qui est en fait votre produit délivré avec la capacité de pouvoir l'acheter en bas de chez vous dans votre supermarché. Et c'est ça en fait qui est en jeu. Donc on a vu déjà qu'avec cette seconde révolution industrielle, on peut le dire comme ça, il y a eu un déplacement de la valeur qui n'est pas strictement dans la matière première, mais dans la transformation et dans je ne sais pas comment le dire en français, mais dans le marketing et la distribution de cette matière première transformée. Et on voit apparaître une autre révolution, une autre couche qui prend énormément de valeur, qui est celle des systèmes de décision. Et je reviens à ce que je disais à la fois sur l'aspect militaire, mais je reviens également à ce que je disais sur le fameux Priceline. Bon. Priceline, comment ça se fait que Priceline/Booking aujourd'hui a autant de valeur que 2 ou 3 des plus grandes entreprises hôtelières au monde? Parce que Booking vous offre est un système de décision. Il vous permet de choisir la meilleure nuitée hôtelière lorsque vous allez décider, choisir, tiens, je dois être à Brest ou je dois être à Tokyo demain, où est-ce que je vais choisir ma nuitée d'hôtel? Ce système de décision personnelle a énormément de valeur, dans le plus qu'il y a des effets de viralité, des effets de réseau qui fait qu'il n'y a pas 36 000 concurrents en fait à Booking/Priceline, parce que donc il a énormément de valeur parce qu'il vous permet de décider, bien il finit par avoir autant de valeur que deux des trois plus grandes entreprises de gestion hôtelière au monde, ceux qui de facto offrent le produit et service dont vous avez in fine besoin. Et je peux tirer la même conclusion sur la plus grande entreprise en termes de capitalisation boursière aujourd'hui au monde, qui est Apple. Apple tire sa force en fait en très large partie aujourd'hui de l'iPhone. L'iPhone, c'est quoi? Moi-même, j'ai fini par en acheter un. Voilà. C'est ce petit truc-là, c'est quoi? C'est un système de décision. C'est un système de décision qui est une forme de télécommande de votre vie. Vous avez des questions, vous devez décider, vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de décider, et bien vous avez des boutons sur lesquels vous pouvez appuyer. Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je vais rencontrer? Etc. Et ce système de décision est tellement personnel que forcément l'iPhone a énormément de valeur et c'est voilà, une des raisons fondamentales pour laquelle Apple aujourd'hui, qui contrôle ces décisions-là, eh bien, a la plus grande capitalisation boursière au monde. Et d'une certaine façon, Alphabet, c'est aussi un système de décision. Je me pose une question, mais je ne sais pas où décider d'aller dans le cyberespace pour répondre à cette question-là. Eh bien, Google me permet de répondre à cette question-là, me permet de décider. Bon. Alors, on a vu beaucoup de choses. J'ouvrirai un dernier débat. Vous voyez, il y a même plus d'éléments qui sont évidemment dans l'essai. Mais j'ouvrirai un dernier débat, c'est la stabilité offerte par ce système cyber. Et là, c'est vrai, il y a beaucoup de questions qui se posent. J'évoquerai une première réflexion. On l'a évoqué avec Stuxnet, on est dans une course aux armements. D'ailleurs, depuis Stuxnet, on l'a vu, on est passé aujourd'hui à peut-être 30 à 40 États dans le monde qui ont commencé à développer non pas des systèmes de surveillance, il y en a beaucoup plus qui le font en utilisant le cyber, mais vraiment l'idée d'aller un peu plus loin, à faire casser des systèmes. Or, la nature des systèmes d'armement est capable de faire ou de défaire la paix. Et là, je reviens à de vieilles théories sur la nature offensive-défensive qui ont été développées, des systèmes d'armement qui ont été développés pendant la guerre froide. Mais en gros, si vous êtes dans un système d'armement où l'armement dominant va donner l'avantage à l'aspect défensif, et c'est un petit peu ce qu'on a vu en Europe, en particulier dans la première moitié du XIXe siècle, lorsque c'est vraiment développé à maturité, les fortifications de type Vauban, qui était une amélioration même des fortifications de type Tresse italienne, eh bien, on a constaté effectivement dans cette première moitié du XVIIIe siècle qu'on était pendant 50 ans, qu'on avait une forme en tout cas en Europe de l'Ouest, de stabilisation et d'équilibre de la paix, entre guillemets. Il y a une guerre qui va redémarrer, mais ça sera en 1756. Jusque-là, on est dans des formes d'équilibre. De même, une technologie militaire qui est celle des armes de destruction massive, c'est à la fois les missiles, mais également d'ailleurs une capacité survivable de seconde frappe qui sont les sous-marins nucléaires lançants d'engins,
à partir des années 60, vont offrir une forme de stabilité qui fait que, de facto, il n'y aura pas d'invasion soviétique dans l'espace d'Europe de l'Ouest. A contrario, lorsqu'on voit l'émergence de forces qui donnent l'avantage à l'attaque, comme par exemple les forces blindées, les forces aériennes, il y a de quoi mettre sur papier des velléités offensives. Il faut bien voir que l'une des raisons pour lesquelles on a eu le Deuxième Guerre mondiale, c'est bien sûr, il y a la velléité de l'Allemagne nazie de remettre en cause le statu quo issu de la Première Guerre mondiale, mais il y a aussi l'émergence de la Blitzkrieg qui permet de donner une doctrine d'emploi offensive et efficace à l'émergence de nouvelles technologies militaires que sont les blindés et le bombardement aérien. Et donc, ça pose la question du cyber. Or, les cyber, je serai un peu rapide, mais en fait, posent pas mal de problèmes, donne l'avantage à l'attaquant parce que lorsque l'attaque se déclenche, en tout cas dans le tempo de l'attaque, on n'est pas tout à fait sûr de savoir qui est réellement derrière l'assaillant, ont des effets qui sont potentiellement très stratégiques. On l'a vu avec Stuxnet, on l'a vu avec les attaques contre les systèmes de distribution de l'électricité, et on voit d'ailleurs qu'il y a une continuité pour essayer de tenter de déstabiliser ces systèmes, en tout cas d'être à l'intérieur de systèmes pour les déstabiliser. Et puis, ce sont des attaques, des armes qu'on pourrait dire de première frappe, où quand on voit leur effet, parfois il est trop tard. Alors, ce qu'on appelle le zero day, le moment où l'arme finit par déclencher son effet. Et souvent, on voit ça en cybersécurité d'entreprise, on a des assaillants qui sont dans les réseaux depuis au moins une centaine de jours avant qu'on finisse par les découvrir. Donc là, il y a un effet de surprise stratégique qui peut être assez brutal. À cela s'ajoute un autre point d'un point de vue de cyberdéfense, c'est que si votre adversaire vous dit « Oui, je suis en train de développer une unité de cyberguerre, mais vous inquiétez pas, c'est uniquement défensif », de loin, il est très dur de se dire « Ok, mais est-ce qu'il le développe pour la défense ou est-ce qu'il le développe pour l'attaque ?» D'autant plus que, ça c'est une des subtilités de cet espace cyber, mais que la meilleure manière en fait de tester un système, c'est d'utiliser des red teams, savoir d'avoir des assaillants internes qui vont tester effectivement le système. Donc même pour la défense, on est obligé de développer des approches offensives, et ça pose beaucoup de problèmes. Pourquoi ça pose beaucoup de problèmes? Et je finirai là-dessus, et puis après je laisserai ouvert aux questions. Si je reprends un vieux modèle qui est celui de Robert Jarvis, donc ça date de la guerre froide, si je suis dans un environnement où, d'une part, il y a une perception que le système d'armement dominant donne l'avantage à l'attaque, on l'a vu, c'est un petit peu ce qui se passe avec le cyber. Et si, en plus, on a la perception que ce n'est pas clair si ce système d'armement il est strictement défensif ou strictement défensif, en fait, il peut être fluide, il peut être les deux, eh bien, pour Jarvis, on se retrouve dans le cadran le plus dangereux pour les relations internationales, qui est le cadran Doubly Dangerous. C'est le cadran où se trouvait l'Europe au moment de la Première mondiale, juste à l'orée de la Première mondiale, et malheureusement, c'est le moment où potentiellement, et là-dessus il y aura plein d'éléments qu'on pourra discuter dans la conversation, mais où potentiellement on pourrait se retrouver également aujourd'hui. Et donc, à l'orée de ces années 2020, on peut se dire que malheureusement, avec l'éruption de cet armement cyber, on est peut-être face potentiellement à des risques de déstabilisation de temps potentiellement assez grandes. Ça tombe mal parce qu'à côté de ça, on voit bien qu'aujourd'hui, on a des risques géopolitiques qui sont plus forts et un antagonisme de plus en plus grand entre la Chine et les États-Unis. Voilà. Je m'arrête là pour ce tour d'horizon et en espérant en tout cas qu'il aura suscité un maximum de questions, de réflexions peut-être, de commentaires critiques, constructifs évidemment, auxquels j'aurai grand plaisir à répondre.
Écoute, Guy-Philippe, merci énormément pour ton témoignage. Pour avoir lu le livre, j'y ai trouvé énormément de matière à ma réflexion. J'ai même eu quelques révélations, et j'ose le mot, hein. Je pense que, enfin, j'ai trouvé que ta manière de présenter le cyber et le numérique comme une bataille sur le système de décision était évident quand tu l'écris, mais je ne l'avais pas lu auparavant. Et tu as tout le mérite d'avoir su formuler et concaténer des idées éparses et en produire quelque chose qui avait énormément de valeur à mes yeux. J'ai beaucoup aimé aussi les images comme l'iPhone qui est la télécommande de sa vie, qui est très parlant, et on se représente tout à fait ce que ça veut dire. Et j'ai trouvé que tu faisais des raccourcis extrêmement intéressants qui m'ont rappelé un petit peu Sapiens, sur un autre plan évidemment, hein, de Harari, qui est pour moi un des meilleurs livres que j'ai lu sur les 20 dernières années, sur les 200 livres que j'ai dû lire au niveau un petit peu technique, hein. Je mets de côté toute la littérature. Et donc ta manière de tracer des grandes transversales qui font émerger, voilà, des idées. Donc merci énormément, Guy-Philippe. Adrien, je te laisse le micro. J'ai quelques idées en tête, mais on peut aussi donner la parole à la salle au travers du Oui. module de discussion. Je vois qu'il y a des premières questions. Adrien, je te laisse Oui. voilà, pour Alors, partager ce travail d'animation. oui, bien sûr. Alors, un grand merci pour la présentation, Guy-Philippe, très intéressant. Alors, ça donne, voilà, ça nous ouvre tout un champ de réflexion, voilà, sur le système des alliances et le système, voilà, de partenariat, puisque finalement, voilà, le pétrole, les ressources, voilà, l'uranium, l'autre, ne sont pas les seuls biens auxquels on doit s'acharner à avoir une possession pour, voilà, pour l'énergie. Il y a tout un système, voilà, d'information, de stockage de données qui est en cours, et ce qui permet de rebondir avec une question d'une des personnes, qui est: est-ce que des alliances sont-elles envisageables sous ça pour la France? Peut-être d'une certaine façon, est-ce qu'il faut revoir notre système d'alliances, puisque nos amis ne sont pas forcément nos partenaires et inversement. Enfin, Alors oui, les alliances sont absolument fondamentales dans ce jeu cyber. Alors ça, c'est d'autres éléments qui sont dans certains des chapitres ultérieurs de l'essai. Mais il faut bien voir qu'on est au cœur d'un réseau. Ça, c'est un concept clé, je le dis parce que c'est un concept qui va structurer nos relations internationales. Il est construit par le fait qu'au cœur de cette bataille cyber, il y a des questions informationnelles, à savoir qui m'attaque, pourquoi, comment, etc. Et que pour défendre, il faut répondre à ces questions. Et que tout système informationnel efficace se construit naturellement en réseau. Et je vous donne le meilleur exemple que la nature nous a donné, et que l'évolution en fait naturelle a testé, c'est celui de ce système d'information que nous utilisons chacun d'entre nous pour survivre, qui s'appelle le cerveau humain. Bon. Et ce cerveau humain, eh ben, par définition, c'est un réseau de neurones. C'est un réseau extrêmement large, avec 10 puissance 15, je crois, neurones. Et ce qui est intéressant d'ailleurs aussi, et il faut le noter, c'est qu'à la différence des grands réseaux industriels que l'on connaît, par exemple dans l'aérien, le système Hubs and Spoke, avec des grands moyeux et puis derrière des petits aéroports qui de temps en temps sont alimentés, le cerveau de l'homme, comme le cerveau du singe, comme le cerveau de la plupart des primates, etc., lui est un cerveau qui est relativement égalitaire. À savoir qu'il n'y a pas un neurone, il n'y a pas deux neurones plus grands que l'autre, okay, et chaque neurone a à peu près, excepté quelques exceptions, mais à peu près le même nombre de connexions. Donc c'est un système, en fait, le meilleur système d'information, qui est aussi le système d'information le plus résilient. C'est aussi pour ça que Paul Baran, le chercheur de la RAND, a poussé à des systèmes distribués pour ce qui allait être ARPANET, puis après Internet, sont des systèmes qui sont égalitaires, qui sont distribués. Et à l'intérieur de ces systèmes, il faut arriver à trouver sa place. Nous sommes déjà dans un réseau intégré. On parle beaucoup de Darknet. Moi, je parle du Whitenet. C'est le réseau des gentils. Et ce réseau des gentils, il a plusieurs éléments. D'abord, il y a quelque chose qui s'appelle, qui est le réseau d'échange entre les grandes puissances occidentales, pour dire les choses. Il y a le fameux Five Eyes, que tout le monde devrait connaître, en tout cas, avec en gros, enfin celui qui s'est constitué en gros pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, entre les États-Unis et puis l'Empire britannique, et donc la Grande-Bretagne, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc.
qui était à la base un réseau de renseignement, et qui était devenu échelon, et puis qui s'est numérisé, on va dire, à la fin des années 90 et début des années 2000, en particulier grâce au général Hayden. Et à côté de ça, des Five Eyes, ce que nous a expliqué Snowden, mais on pouvait s'en douter un petit peu, il y a d'autres cercles concentriques de confiance, dont d'ailleurs, juste après le Five Eyes, les Nine Eyes, où l'on retrouve, surprise, surprise, eh bien, les Pays-Bas, le Danemark, mais aussi la France. Bon. Et au-delà de ça, c'est ce que dit Snowden, il y a un autre réseau d'alliés où on va retrouver l'Allemagne. Il faudra noter que la France semble parfois très très proche de ce réseau Five Eyes, plus proche d'ailleurs que certains autres de nos alliés européens. À côté de ce réseau entre guillemets d'État, il y a un réseau privé ou semi-public qui s'est constitué avec des entreprises privées de la cybersécurité, avec des Computer Emergency Response Team qui peuvent être universitaires, qui peuvent être semi-publics, qui peuvent être intégrés à l'État, etc. Avec d'autres réseaux d'ailleurs, comme des réseaux d'intégration, on va dire, certains groupes de hackers, ce qu'on appelle les bug bounty. On en a deux en France, YesWeHack et Yogosha. Il y en a d'autres évidemment à travers le monde, qui sont une façon d'intégrer en fait ces hackers, de leur dire oui, vous pouvez jouer votre jeu d'un point de vue non éthique, mais vous pouvez aussi le jouer d'un point de vue éthique. Alors il y a un petit peu moins de retour, mais par contre il y a beaucoup plus de sécurité. Bon. Et après il y a même des générations, en tout cas il y en a eu jusqu'à quelques années, de hackers qui, voilà, passent un certain âge, il faut fonder une famille, passer du bon côté. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui font que… Alors, Jérôme, tu voulais dire quelque chose? Ouais, il est 57 et il y a plusieurs autres questions. Alors, encore une fois, on peut déborder sur 19 heures, mais est-ce que tu peux concentrer ta réponse, comme ça on va aborder Ouais, d'autres points. Désolé, hein. excuse-moi. Je t'en prie. Vite. Donc, les réseaux, il y a déjà un réseau existant. Le problème, si on veut penser de façon stratégique pour la France, c'est quelle place on doit prendre si on veut demeurer influent à l'intérieur, on va dire, de ce réseau occidental. Et là, ça pose beaucoup de questions. Mais pour le dire brutalement, on ne pourra pas adopter les stratégies d'influence et d'indépendance qu'on a eues, par exemple, dans le cadre du nucléaire et de la réflexion stratégique française dans les années 60, dans un jeu cyber, software, où la nécessité d'échange d'informations est constante, extrêmement importante. Et pour résumer le point, on voit aujourd'hui émerger certaines puissances qui disent plus je suis utile aux autres dans ce jeu d'interdépendance, plus je suis influent. D'accord. Et je m'arrête là. Merci pour cette réponse. Je laisse Jérôme. Oui, je peux prendre le relais avec une question d'Anne Beaufumé. Alors, elle te demande est-ce que tu peux résumer ton propos à une idée majeure? Alors, c'est une gageure, évidemment, tu as dit beaucoup de choses, mais dans une optique pédagogique et de retenir l'élément principal. Moi, j'ai ma petite idée, mais je te laisse bien évidemment. Alors, trois grandes idées. Mais après, Jérôme, je serais intéressé d'avoir ton point de vue, évidemment. Mais trois grandes idées, c'est d'une part, une idée très forte, c'est que le cyberespace est en train de rebattre les cartes de la puissance. Et la manière de la puissance, et ce qu'on vient de dire un petit peu d'ailleurs là dans les 5 minutes qui viennent de s'écouler, va être très différente de ce que l'on a pu connaître au cours des décennies passées. Et on ne gagne pas dans le cyberespace de la même façon qu'on a gagné dans la guerre froide, ou quand je dis gagner, de la même façon qu'on bâtissait notre influence pendant la guerre. Et c'est un autre point. On le voit dans l'espace strict de défense comme dans l'espace de l'entreprise, et ces deux choses-là sont duales. Et ça, c'est un autre point important. Et c'est un développement important de l'essai, qu'on n'a pas évoqué là, mais où on peut se poser la question, où se passe l'affrontement? Il est où ce champ de conflictualité? Il est où le terrain de combat? Eh ben, ça ne se passe pas sur de vastes plaines où vont s'affronter des tanks. Ça ne se passe pas au col des montagnes ou sur les océans où vont s'affronter plusieurs marines. Non, le champ de conflictualité, le terrain de combat, en fait, c'est les infrastructures critiques. Et c'est quoi une infrastructure critique? C'est une entreprise ou une administration. C'est une organisation, une activité humaine. Et l'unité tactique, en fait, qu'il va falloir défendre, c'est l'entreprise. Et troisième et dernier point,
il y a des risques de déstabilisation. Ils ne sont pas encore complètement avérés. Je vous avais montré le schéma de Jarvis, mais à titre personnel, il y a encore certains doutes sur l'applicabilité totale parce que, comme je l'évoquais rapidement, ces armes ne sont pas complètement opérationnelles d'un point de vue militaire. En tout cas, il est très dur de s'assurer d'obtenir l'effet recherché. Mais néanmoins, il y a bien un risque de déstabilisation. Or, et c'est mon dernier point, il y a l'émergence d'un système d'armement cyber très défensif. Si on arrive à bien le développer, à le mettre en avant, il y a aussi des enjeux économiques derrière, mais si on arrive à le mettre en avant, eh bien peut-être qu'on pourra refaire basculer le jeu et que d'un système qui est capable d'augmenter la déstabilisation de notre système international, on pourra peut-être en faire quelque chose qui nous permettra de revenir à certains moments de stabilité qu'on a connus par le passé, comme par exemple les années 2000, pour dire les choses. Or, Al-Qaïda et le 11 septembre, du point de vue des grandes puissances, c'était un moment de relative tranquillité, entre guillemets. Il y avait des frictions, il y en aura tout le temps, mais il n'y avait pas de risque de grands conflits. Et ça, c'est un peu l'objectif, mais pour ça, il faudra mettre en avant une vision cyber très défensive et, je le dis, qui donnera l'avantage aux puissances de statu quo, aux grandes puissances marchandes, à savoir les pays occidentaux. Ça tombe bien, on en fait partie. Excellent, merci beaucoup. Question de Rémi Renaud. Du point de vue du droit international, un État visé par une cyberattaque peut-il licitement recourir à l'emploi de la force? Alors, il y a plein de questions autour de ça. Et, Réponse rapide. Alors, la réponse est il faut démontrer les effets, ce qui est compliqué, mais potentiellement, à mon sens en tout cas, le manuel de Tallinn, les deux versions du manuel de Tallinn offrent une piste pour effectivement justifier d'une riposte militaire. Non cyber d'ailleurs. Donc, Adrien? alors, oui, ça me fait penser à un événement d'actualité, par exemple, quand il y a une attaque, il me semble que c'était contre l'Estonie ou la Lituanie, où il y a une attaque qui a paralysé l'ensemble des systèmes du pays pendant quelques heures, ça peut être considéré comme un prétexte, enfin, bon, pour le peu que ce soit la Russie qui l'ait fait et que ce soit la Lituanie pour avoir un prétexte d'entrée en guerre totalement légitime au regard du droit international. Donc. Je pense que le point clair là, c'est la démonstration des effets réels. Et il y a encore beaucoup de choses à construire, parce qu'il y a des effets réels qui seraient, ça fait X nombre de morts, donc ça c'est un point clair, ou alors savoir cet impact économique grave sur le pays. Et évidemment, toutes les démonstrations, ça sera dans le grave. Et là, il y a beaucoup de zones de flou. Si on est capable de désamorcer et d'offrir la démonstration la plus claire que oui, du point de vue du droit, on a les instruments pour justifier d'une riposte militaire. Merci. Alors, je ne sais pas si on aura le temps pour toutes les autres questions qui viennent. Alors, j'en sélectionné une autre qui fait le lien. Alors, une question de FM. La puissance militaire conventionnelle est mesurable. Et donc, on peut identifier les menaces les plus dangereuses. Qu'en est-il des cybermenaces? C'est une excellente question, parce que je peux déjà apporter une réponse du point de vue de la cybersécurité civile. Et comme je dis, la cybersécurité civile, elle est très importante pour la défense du territoire, de facto. Et la réponse est non, dans le sens où on voit, d'ailleurs, il y a beaucoup de vendors qui vont vous donner des indications, tiens, voilà, X nombre de fuites de données, X nombre d'attaques de rançongiciel, etc. Mais l'évaluation précise aujourd'hui, elle n'est pas claire du tout. Donc ça, c'est sur l'impact. Alors après, il y a des chiffres qui circulent, mais ce sont des chiffres agrégés, des évaluations a posteriori. Sur les capacités en tant que telles, là aussi, on est dans le flou. Et c'est un petit peu comme si je disais, je vais mettre sur la table X milliards et une dizaine de milliers de personnes, et je vais être capable de vous pondre le prochain Google. Ça ne marche pas comme ça. Bon, ça ne marche pas comme ça du point de vue économique, on le sent bien. Bon. Et d'un point de vue militaire, ce n'est pas clair non plus. Et je le dis, alors évidemment, on pourrait dire, oui, les États-Unis mettent beaucoup plus de moyens. Les États-Unis également investissent beaucoup plus en termes de personnes. Voilà. Mais je donne un exemple. La France versus Israël. En France, il y aurait autour de 35 à 40 000 personnes qui travailleraient dans la cybersécurité au sens large. Bon. Je pense qu'en Israël, on est dans cet ordre de magnitude-là, peut-être un petit peu moins, c'est rien, peut-être autour de ça. Bon, en plus, si j'inclus après
les industries civiles, les startups de cybersécurité qui sont considérablement développées en Israël, en particulier comparé à la France. Bon. Donc, si je regarde juste le nombre de personnes, je pourrais me dire, bon, bah, Israël, la France, peut-être que c'est à peu près équivalent. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? Je ne sais pas. Et en réalité, je ne peux pas vous dire, mais c'est une question potentiellement grave pour la France aussi, hein, d'ailleurs. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est le plus important en termes de cyberpuissance aujourd'hui entre la France et Israël. Israël se dit aujourd'hui, je fais partie des 5 plus grandes cyberpuissances au monde, et on peut penser que peut-être que c'est vrai. Si la France faisait le même claim, la même revendication, peut-être que oui, mais on serait dans une forme d'incertitude. Hmm. Merci Guy Philippe. Allez, on prend 2-3 questions rapidement et puis si tu peux faire des réponses très rapides, ça nous permettra d'en traiter un maximum. La prochaine grande rupture? 2 plus 3. La robotisation de masse. Le monde, dans 10 ans, n'aura rien à voir avec le monde qu'on vit aujourd'hui parce qu'on sera entouré d'objets connectés se déplaçant, ou en 10-15 ans. Évidemment, l'informatique quantique, bien sûr, mais le 2 plus 1, les usages de l'informatique quantique, et j'attirerai l'attention sur l'importance de la simulation, qui va potentiellement changer énormément de choses, et dans les aspects offensifs, mais également dans les aspects défensifs. Merci. Une réponse de même teneur, hein, en un espace très réduit. Une question sur les objets intégrés dans les êtres humains, c'est comme ça que ça a été formulé, hein. Qu'est-ce que ça t'inspire, hein, Il y aura toujours une limitation parce qu'il y a une forme de dialectique entre l'homme et la machine. La machine ne peut pas contrôler l'homme, par définition, parce que la machine est au service de l'homme. Donc, tout objet qui serait intégré, pourquoi pas, mais où il n'y a pas d'assurance qu'il y ait toujours un bouton switch on-off et que l'utilisateur humain n'est pas capable de contrôler ce bouton switch on-off, n'est pas une machine utile pour l'homme. Donc, peut-être qu'on peut intégrer des systèmes, mais il faudra vraiment s'assurer que ce switch on-off est toujours à disposition de la volonté humaine. Sinon, on ne pourra pas le faire. Et d'un point de vue psychologique, je pense que ça serait une vraie limitation de toute façon à ce type d'objet embarqué. Une question sur la Chine, même si ça peut faire l'objet d'un exposé en tant que tel, hein, le jeu de la Chine. La question est Alors, formulée comme ça. c'est très, très intéressant parce que je pense que, mais ça se voit dans le cyber, mais pas que dans le cyber, la Chine est en train de se tirer une balle dans le pied au bazooka. Évidemment, la Chine est très avancée sur ces questions de cyber et ces questions cyberoffensives. Et elles ont été très actives depuis au moins 20-25 ans. Au moins. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que leur doctrine initiale n'est plutôt opérante par rapport à la situation stratégique d'aujourd'hui. Initialement, je vois des réactions. Initialement, il y avait l'idée qu'on est dans un conflit asymétrique. Les États-Unis sont très, très développés électroniquement. Nous, on ne l'est pas encore. Donc, on peut aller casser. Ils ne pourront pas répliquer de la même façon. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Le premier espace cyber en termes d'utilisateurs aujourd'hui, c'est la Chine. C'est 600 millions d'utilisateurs, voire même peut-être 700 millions. Bon. Donc, cet effet d'asymétrie n'existe plus. Par contre, ce qui est en train de se passer, mais ça c'est général d'ailleurs à la politique chinoise sur Xi Jinping, c'est un mouvement de refermement. On est un mouvement inverse de tout ce qu'avait voulu Deng Xiaoping. On est en train de refermer un petit peu le pays sur lui-même. Si on referme le pays sur lui-même, eh bien la Chine, pas tout de suite, mais peut-être d'ici 5 à 10 ans, finira par ne plus bénéficier des apports des marchés extérieurs et des investissements extérieurs pour continuer ce développement sur ce réseau qui est mondial. Et on le voit déjà aujourd'hui. Les investissements venture cap en Chine se sont effondrés à partir de 2019-2020. On verra si ça continue. Bon. Et en particulier, d'ailleurs, en parallèle à ça, il y a une augmentation d'un doublement des investissements américains en Inde depuis. Et voilà, et bon, moi, si j'étais français et européen, je dirais il y a peut-être une carte à jouer aussi pour nous, en disant au fonds d'investissement venture cap américain, voyez, vous n'allez plus jouer en Chine parce que c'est trop dangereux, venez jouer chez nous. C'est très bien d'aller en Asie, mais on a aussi beaucoup de talents en Europe. Venez vous investir en France, en Allemagne, etc. Voilà. Bon, et donc, sur la Chine, j'ai des questions de fond, parce qu'il y a une puissance réelle technologique, elle est indiscutable, elle est indéniable.
On verra dans 5 à 10 ans s'il n'y a pas un début d'essoufflement. Oui, écoute, je propose que c'est sur cette carte à jouer très positive que nous mettons fin à cette réunion. Je vais dire un petit mot, puis après, Adrien, je te laisse fermer le banc. Donc voilà, donc cette réunion co-organisée entre nos deux clubs, hein, et notamment le mien, le club Intelligence économique et stratégique de l'IAE Alumni, prend fin. Merci Guy Philippe, c'était absolument passionnant et c'était un vrai plaisir de réouvrir les réunions du club avec ton intervention. Adrien, c'était un plaisir de le faire avec toi. Je te laisse conclure cette réunion. Merci Jérôme. Un grand merci à tous les participants, les auditeurs. Un grand merci à M. Goldstein pour sa présence et ses éclaircissements par rapport à une situation. Voilà, on a une boulimie d'informations qui n'est pas toujours évidente à comprendre, à réaliser, d'autant plus quand on est néophyte sur ces sujets-là et sur lesquels on sera de plus en plus confronté de jour en jour et d'année en année. Voilà, je pense pour le prochain siècle. Donc c'est assez intéressant en tout cas d'avoir un état des lieux actuel. Donc un grand merci. J'espère que les prochaines conférences qu'on pourra faire avec l'IAE Paris auront lieu cette fois-ci physiquement. Bon, on verra ce qu'en dit l'actualité, la politique vaccinale voilà, en France. En tout cas, un grand merci. C'est une solution qui nous permet en tout cas de tenir en une activité voilà, régulière et on en est très content. Donc, on vous en transmettra d'autres invitations avec le club dès que l'opportunité se présente. Merci, Monsieur Goldstein. Et merci pour merci à votre vous tous. invitation, Jérôme, Adrien, et merci à tous les participants et merci à leurs questions. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.